vais vous présenter sans plus tarder nos premiers conférenciers qui vont aborder le sujet du tabagisme, donc tabac. Que peuvent faire les villes? C'est certainement un sujet brûlant d'actualité, parce que c'est le cas de le dire, avec la révision du projet de loi 44 qui a été déposé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Alors, pour vous en parler, je vous demanderai d'accueillir le docteur Geneviève Bois, qui est médecin et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, et qui sera suivie de Mme Justine McIntyre, qui est conseillère pour la ville, pour le district Bois-de-Liesse à Pierrefonds-Roxboro, dans l'ouest de l'île. C'est une femme qui a beaucoup de volonté politique pour faire bouger les choses, pour aller plus loin. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Mesdames, venez. Merci. Ben oui, c'est parfait. Bonjour, bon matin à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui, surtout avec un projet de loi là, fraîchement déposé à l'Assemblée nationale. Par contre, même si ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir là, avant la présentation, je ne veux pas non plus que ça calme vos envies d'agir au niveau municipal parce que la province a déposé une loi à cet effet. Donc, très succinctement, aujourd'hui, je vais parler de 3 façons desquelles les villes peuvent agir sur la lutte au tabagisme. Donc, la première façon d'agir pour les villes, c'est de protéger la santé des non-fumeurs et surtout les enfants. La deuxième façon, c'est de mettre la pression sur le gouvernement provincial pour que des mesures provinciales soient adoptées. Il y a certaines choses qui sont fort nécessaires, mais qui ne peuvent pas être accomplies au niveau municipal. Et finalement, la troisième façon d'agir, c'est vraiment de paver le chemin vers une mesure provinciale. Et puis, je vais vous donner des exemples avec des villes là, dans ces 3 cas-là. Pourquoi agir sur le tabac au niveau municipal? En fait, à mon avis, tout le monde devrait agir dans l'ensemble de son champ de compétences sur le tabagisme. Ça demeure aujourd'hui la première cause de mortalité, de morbidité et d'hospitalisation au Québec. Le tiers de nos journées d'hospitalisation sont prises par les conséquences du tabagisme. Donc, à mon avis, le fédéral, le provincial, le municipal, tout le monde devrait faire l'ensemble des mesures là, qui sont à sa portée. Ça tue 10 000 Québécois par année. Ça veut aussi dire 10 000 familles qui vivent dans le deuil beaucoup trop tôt, en général 15 ans trop tôt, 10 à 15 en tout cas. Et puis, malheureusement, le taux de tabagisme a stagné au Québec en 2006 et 2012. On a vu les chiffres baisser un tout petit peu en 2013. On espère que ça va tenir. Ça demeure, ça veut quand même dire 1,5 million de fumeurs. Et surtout, là, le grand drame, c'est 250 jeunes par semaine qui commencent à fumer. Les mesures que je vais vous présenter n'ont pas nécessairement toujours à très court terme une incidence directe sur le tabagisme chez les jeunes, mais il faut aussi investir dans le long terme, s'assurer d'offrir une norme non tabagique, montrer un exemple à nos enfants, surtout dans les lieux où ils grandissent, que la norme aujourd'hui, là, elle est non fumeuse. Donc, malheureusement, on n'a pas les données nécessairement par ville au Québec, c'est plutôt par région, mais simplement pour se comparer, par exemple, la ville de Montréal est à peu près à la moyenne québécoise, soit 21-22 %. Ottawa, par contre, est à 14 % et Vancouver à 16 %, entre autres à cause qu'ils ont été beaucoup plus loin que leurs provinces respectives ou alors plus tôt. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire au Québec, une ville à la fois. Le premier exemple que j'ai, puis je vous ai mis de quoi avaient l'air nos rues à Montréal l'été, il n'y a pas si longtemps, là, pour vous montrer qu'il y a du chemin qui a été fait et donc on peut encore en faire. Vancouver est une ville qui va très, très loin en termes de lutte au tabagisme, surtout en termes d'espace non-fumeurs, alors que la province ne va pas très loin. Donc, on est dans un cas de figure où la province a peu d'appétit politique pour des mesures contre le tabagisme, mais que la ville n'a pas attendu. Et donc, Vancouver est la ville qui va le plus loin, là, à ma connaissance, au Canada. Non seulement le tabac est-il interdit sur les terrasses, mais aussi autour des édifices municipaux, sur les terrains de jeux pour enfants, dans tous les parcs et sur toutes les plages. Donc, ils vont beaucoup plus loin là, que la plupart des villes ailleurs au Canada. Le deuxième cas de figure, c'est de mettre la pression sur le gouvernement provincial. L'exemple que je vais vous donner en premier date de 2005. Donc, en 2005, Dr Couillard était ministre de la Santé, a adopté une loi phénoménale qui interdisait d'ailleurs de fumer dans les restaurants et les bars. Et 2 éléments qui n'ont pas été les seuls, mais ont certainement beaucoup aidé à l'adoption de cette loi, c'est que d'une part, Côte-Saint-Luc avait interdit d'emblée de fumer dans les centres d'achat avant, ce qui a beaucoup pavé la voie, mais ensuite, la ville de Gatineau aussi a donné un ultimatum là, au gouvernement provincial en disant, si vous n'interdisez pas de fumer dans les bars et les restaurants d'ici X temps, nous, on va changer la façon qu'on fonctionne au municipal pour pouvoir l'interdire nous-mêmes. On voit bien que de l'autre côté, qu'Ottawa l'a fait et puis qu'ils n'en sont pas morts, là. Donc, on va aller de l'avant. C'est
un cas de figure qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit que, bon, la loi provinciale, elle a tardé. Ça aurait été bien d'avoir des villes, justement, qui pavent le chemin. Puis le deuxième exemple de mettre de la pression sur le gouvernement provincial, c'est ce que la Ville de Montréal a fait récemment. D'une part, à l'automne, avec l'adoption d'une motion qui demandait au gouvernement provincial d'encadrer la cigarette électronique, puis ce printemps, avec l'adoption d'une motion à l'unanimité qui demandait au gouvernement provincial de considérer les objectifs de notre campagne 10 % dans 10 ans, donc atteindre 10 % de prévalence du tabagisme plutôt que 21 dans 10 ans, et qui a mis de la pression là, sur le gouvernement provincial, qui a finalement déposé le projet de loi 44. Finalement, le troisième cas de figure, c'est vraiment de paver le chemin vers une mesure provinciale. Récemment, l'Ontario a annoncé là, par réglementation qu'il serait interdit de fumer sur tous les patios et terrasses et terrains de jeu pour enfants. C'est une mesure qui a passé là, vraiment dans le beurre parce que beaucoup de villes l'avaient déjà faite. Donc, tout le monde savait que c'était dans l'air du temps, que ça s'en venait. Ça a été très facile de le passer au niveau provincial parce que Ottawa, Kingston, Thunder Bay et un ensemble de plus petites municipalités ontariennes avaient déjà fait ça. Donc, quand c'est devenu le cas de façon provinciale, ça a été là, presque rien. Il y a très, très peu de villes au Québec qui vont plus loin que la province, alors qu'ailleurs au Canada, c'est assez commun. Là, les trois cas de figure que je vous disais, d'aller plus loin, de mettre de la pression, de paver la voie, c'est quelque chose qui est commun ailleurs au Canada, qui ne l'est pas au Québec. Pourtant, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Au niveau des terrasses, il n'y a aucune ville, à ma connaissance, là, qui a interdit de fumer sur les terrasses. Au niveau des terrains de jeu, il y a quelques municipalités, mais sans rien vouloir leur enlever, parce que c'est très, très bien qu'ils l'aient fait. On ne couvre pas exactement le 50 % plus 1 de la population du Québec. Hein. Au niveau des parcs, les mêmes villes l'ont fait, donc Sainte-Marceline-de-Kildare, Côte-Saint-Luc, Rosemère, Sainte-Adèle, l'Ancienne-Lorette, et j'ai mis 2 fois Sainte-Marceline, ma foi, j'étais vraiment impressionnée. Finalement, au niveau des plages, il n'y a aucune ville, à ma connaissance, non plus qui l'a fait. Et puis, il y a un autre aspect qui n'est pas dans les demandes de la coalition, mais que les villes, vous pouvez tous considérer, c'est au niveau des événements spéciaux, des places publiques, quand il y a un festival, il n'y a aucune ville, là, à ma connaissance non plus, qui a interdit de fumer dans ces événements-là. Par contre, c'est quelque chose qu'on voit se passer ailleurs au Canada ou dans d'autres pays. Je vous mets ici quelques petites images là, de Sainte-Marceline qui a mis ses parcs et qui a bien affiché qu'ils étaient sans fumée pour offrir justement cette norme non tabagique-là aux enfants. Vous savez maintenant que la loi 44 a été déposée mardi dernier par la ministre de la Santé publique, Mme Lucie Charlebois. Ne calmez pas vos ardeurs sur la lutte au tabagisme au niveau municipal à cause de ça. Au niveau des terrasses, elles sont actuellement incluses dans la loi. J'espère qu'elles vont rester incluses dans la loi jusqu'à l'adoption finale. Par contre, les terrains de jeu ne sont pas touchés par la loi du tout. Donc voilà une façon que les municipalités peuvent devancer le gouvernement provincial d'inclure les terrains de jeu, de les rendre non-fumeurs. De la même raison, là, s'applique que pour les terrains des écoles. Il faut offrir une norme non tabagique aux enfants, surtout dans les espaces où ils sont censés se développer. Finalement, pour les parcs, les plages, les événements spéciaux, c'est aussi pas couvert dans la loi provinciale en ce moment. Donc, vous avez le champ libre pour aller plus loin et puis aussi s'assurer là, que la prochaine loi provinciale qu'on aura, idéalement pas dans 10 ans, là, mais bien dans 5 ans, comme ça devrait toujours être le cas, puisse aller aussi loin à l'échelle provinciale parce que vous avez tous, bien entendu, pavé la voie à ce genre de mesures. De grâce, là, mon dernier message, ce serait « N'attendez pas qu'on vienne vous tordre le bras ». C'est une mesure positive qui passe bien dans la population. La santé de nos enfants, c'est l'affaire de tous. C'est vraiment le gros minimum du bon sens d'offrir à nos jeunes un environnement non tabagique dans lequel grandir. C'est des choses qui sont faciles à faire, que les gens apprécient. Les parents sont contents, la population est contente. Donc, attendez pas qu'on vienne faire une tournée là, puis vous demander de, s'il vous plaît, passer une motion pour interdire de fumer sur les terrains de jeu. De grâce, aller de l'avant et montrer la voie là, comme d'autres villes l'ont fait. Finalement, notre campagne 10 dans 10, dont je vous glissais un mot plus tôt, qui est d'atteindre 10 % de tabagistes dans 10 ans, c'est une campagne qui a été appuyée par les 3 partis d'opposition à l'Assemblée nationale, une campagne qu'on a lancée avec la Société canadienne du cancer, qui est appuyée par 50 organisations de santé. Finalement, Montréal a adopté une motion pour appuyer 10 dans 10 il y a quelques semaines à peine. On les remercie chaudement. Et finalement, on a fait un envoi à toutes les municipalités du Québec pour demander de considérer adopter une motion au niveau de 10 dans 10. Jusqu'à date, une dizaine de municipalités là, ont déjà adopté la motion. Plusieurs autres là, sont en cours de processus. Donc, je vous demanderai de considérer aussi d'appuyer la campagne 10 dans 10. Voici là, quelques organisations qui l'ont déjà appuyée. Un gros merci. N'hésitez pas à nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Et puis, on espère voir des terrains de jeu non-fumeurs un peu partout au Québec d'ici peu. Merci. Micro? Merci. Merci beaucoup, Dr. Bois. Vous avez bien fait vos devoirs. Vous me facilitez la tâche. Et peut-être que grâce à vous, je vais être réengagée l'année prochaine pour animer. Bon, alors maintenant, Madame McIntyre, on vous écoute.
Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par dire que toute bonne politique de la prévention du tabagisme opère sur 3 axes, soit encourager les jeunes à ne jamais commencer, soutenir la cessation pour ceux qui sont déjà fumeurs, et ensuite protéger des effets secondaires de la fumée, donc ce qu'on appelle les FTE, la FTE, fumée de tabac dans l'environnement. Avant d'aller plus loin, merci beaucoup à Marvin Rotran, que je vois devant moi, de m'avoir persuadé de venir parler devant vous aujourd'hui, d'avoir partagé sa passion aussi avec moi, et également à Dr. Geneviève Bois pour avoir accepté de partager aussi ses expériences professionnelles avec moi. Alors je vais vous parler un peu sur ces 3 axes-là. Ne pas commencer. Il y a 25 ans, donc en 1990, 40% des Montréalais et des Montréalaises âgés de 15 ans et plus fumaient. C'est incroyable, non? Aujourd'hui, on est quand même rendu à 21%, mais on peut faire mieux. Lentement, il y a une perception autour de l'acte de fumer qui est en train de changer, pour le mieux. Grâce en partie aux mesures réglementaires, mais aussi aux campagnes de sensibilisation par rapport aux effets néfastes du tabagisme. Qui sont les plus vulnérables? Donc, qui sont les communautés les plus susceptibles à commencer à fumer? Alors, malheureusement, je n'ai pas fait ça de façon numérique, mais j'ai devant moi une graphique qui a été produite par la Direction de santé publique. C'est l'enquête Topo 2012 qui démontre que dans les quartiers défavorisés, on est à 25% de la population qui sont fumeurs. Ceux qui sont aux prises avec un trouble de santé mentale, on est à 27% de la population fumeur. Ceux qui n'ont pas de médecin de famille, 22%. Et ceux qui ont une consommation excessive d'alcool, 39%. Donc, ça dépasse largement la moyenne de 21%. Donc, comment aller rejoindre ces communautés-là? D'abord, je vais parler aussi d'un autre facteur qui est, que j'avais mentionné là, qui est des quartiers défavorisés. Quand on regarde la carte, et malheureusement, je ne l'ai pas sur l'écran ici, mais la carte de Montréal, on voit que tout ce qui est en jaune, tout ce qui est secteur un peu plus favorisé, encore une fois, le pourcentage de fumeurs est beaucoup plus bas, tandis que dans les quartiers un peu plus défavorisés, sont en rouge parce qu'il y en a beaucoup plus d'incidence de fumeurs. Quand on parle des jeunes qu'on ne veut pas qui commencent à fumer, ils sont susceptibles à commencer. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à se différencier de leurs parents. Ils veulent être différents. Ils passent par une petite phase, n'est-ce pas, où est-ce qu'ils veulent se rebeller un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller les rejoindre? Bien, il y a 2 choses. Il y a des modèles de vie, de vraie vie, et il y a aussi des modèles médiatisés. Donc, des modèles de vraie vie. Quand il y a une normalisation qui entoure l'acte de fumer. Quand tout le monde autour de nous fume sur les terrasses, dans les bars, dans les restaurants, dans les parcs, sur les terrains de jeu, c'est accepté socialement et le jeune aussi va considérer que c'est normal de fumer. Donc, il faut qu'on aille dénormaliser l'acte de fumer, de montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on accepte partout et donc c'est quelque chose qu'on doit écarter de la normalité. Donc, en offrant des bons modèles de vie aux jeunes, ça, c'est un axe sur lequel on peut agir. Autre chose, c'est la glamorisation de fumer. Quand on pense au James Dean de l'époque, au Humphrey Bogart, plus récemment au Don Draper, pour ceux qui écoutent l'émission Mad Men, il y a ce modèle qui est très attirant pour les jeunes de celui qui fume, qui est très masculin, etc. Il faut trouver une façon de contrer ce modèle-là en présentant un contre-modèle. Et en laissant savoir aux jeunes que non, c'est pas sexy fumer, que fumer égale la maladie, que c'est pas sexy quand on tousse à plein poumon, qu'on n'est pas capable de faire de l'exercice physique. Il faut qu'on présente ce modèle-là. Et je veux vous parler d'une campagne qui a été faite en Europe. Donc, ça s'appelle « Arrêter de fumer avec le Barça ». Et Barça, c'est l'équipe de Barcelona, donc l'équipe de football de Barcelona. Donc ça va vraiment aller rejoindre les jeunes pour qui les joueurs sportifs sont un modèle, comme ça a été mentionné tout à l'heure avec notre équipe des Canadiens. Alors, dans cette campagne-là, c'était une campagne de sensibilisation qui était jumelée également avec une campagne de cessation de fumer. Donc, on avait accès à une application mobile et un site web qui s'appelle le iCoach. On s'inscrit et on reçoit des conseils de la part des joueurs et des entraîneurs de l'équipe de Barcelona qui nous aident à arrêter de fumer. C'est formidable. Dans leur campagne, ils disaient, je trouve ça rigolo, c'est pour ça que je partage avec vous, les ex-fumeurs se sentent mieux dans leur peau et font des économies.
La différence se voit à l'extérieur et se ressent à l'intérieur. Les ex-fumeurs, rien ne les arrête. Donc, clair et direct. Mais je trouve encore plus drôle en anglais parce que je pense que, je ne sais pas si c'était un problème de traduction avec « se sentent mieux dans leur peau », mais ils disent « ex-smokers look better, smell better, feel better, and have more money ». You can't be more direct than that. Ex-smokers are unstoppable. Ça va aller rejoindre les jeunes, je vous le dis. Alors, autre exemple, en Ontario, en 2013, le gouvernement de l'Ontario a lancé une campagne publicitaire que vous avez peut-être vue où est-ce qu'on compare les fumeurs à ceux qui pètent. Donc, ils disent, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fume et quelqu'un qui pète? Bien, les deux, ils puent. Les deux font semblant qu'ils ne le font pas vraiment. Que des fois, c'est juste quand on est avec des amis, mais est-ce que c'est acceptable de fumer seulement avec des amis? C'est aussi acceptable de seulement péter quand on est avec nos amis. Donc, on va aller chercher vraiment la vanité des gens, et c'est là qu'on peut vraiment avoir un impact. Bon, mais que peut faire la ville? La ville peut offrir plus d'activités encadrées et non encadrées. Donc, offrir plus d'espace pour nos jeunes où est-ce qu'ils peuvent aller faire de l'activité physique, trouver une passion, que ce soit à travers le sport, à travers le plein air, à travers les arts. Quand on est passionné, on s'accroche à la vie et on n'a pas besoin de s'accrocher à autre chose. Et puis, j'avais parlé de contrer la normalisation, donc en interdisant de fumer dans les lieux publics. Deuxième axe, c'est de soutenir la cessation. Donc ça, c'est important et c'est surtout les partenaires communautaires qui agissent dans la cessation. Donc les programmes de soutien de première ligne, les pharmaciens, le personnel d'institutions dans les hôpitaux, dans les C3S, les employeurs, les groupes qui travaillent avec les jeunes, ce sont les gens de première ligne qui peuvent aider les fumeurs qui veulent arrêter. Alors, selon l'enquête à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, le Topo 2012, un fumeur sur 4 à Montréal serait prêt à entamer la cessation. Donc, il veut arrêter, mais il a besoin d'aide. On a des services. On a, comme j'ai mentionné, le centre d'abandon du tabagisme, les CAT, qui sont disponibles dans les 12 C3S de Montréal, des groupes de soutien, Respirer la santé. On a des services téléphoniques de messagerie texte de la ligne J'arrête, de la Société canadienne du cancer. Il y a le défi annuel J'arrête, je gagne, qui est une campagne annuelle organisée par Capsana. Donc, les services sont là, mais les gens ont besoin d'être dirigés vers les services. Donc, quand quelqu'un se présente pour aller à l'hôpital, pour aller chercher un soin médical, pour aller chercher de l'aide dans un centre jeunesse ou autre, dans un C3S, il y a deux questions qu'il faut poser. Est-ce que vous fumez? Avez-vous besoin d'aide pour arrêter de fumer? Et comme ça, on peut les diriger vers les bons services. Ils ont besoin d'être épaulés. Je voulais dire une dernière statistique là-dessus par le US Department of Health and Human Services. C'est lorsqu'un soutien d'une personne est combiné à l'utilisation d'une thérapie de remplacement de nicotine, un TRN, les chances de réussite sont au moins 3 fois plus grandes parce que c'est difficile de le faire tout seul. On a besoin de soutien. Troisièmement et dernièrement, protéger des effets de la fumée secondaire de tabac dans l'environnement. Donc, c'est ici que les municipalités peuvent vraiment jouer un grand rôle. Il y a bien sûr l'éducation, donc de faire connaître les impacts négatifs de la fumée secondaire dans l'environnement. À l'intérieur des bâtiments, en gros, c'est déjà fait. Si vous vous rappelez votre jeunesse dans les années 80, dans les années 90, aller dans un bar, c'était, pour certains, l'enfer. Après 20 minutes, on avait les yeux qui piquaient, qui brûlaient. Après 30 minutes, 1 heure, la gorge qui commençait à piquer. Puis à la fin de la soirée, en tout cas moi, j'avais une extinction de voix totale. Alors imaginez ceux qui travaillaient dans cet environnement-là, soir après soir. C'était terrible. Même les vêtements qui sentaient, c'était... Alors ça, au moins, on n'est plus aux prises avec ça. Mais il faut encore s'attaquer aux terrasses parce que oui, il y a un peu plus de circulation d'air, mais quand même, quand on s'assoit sur la terrasse, on est entouré de tables de fumeurs, ce n'est pas agréable, ni pour les gens qui travaillent là, ni pour les clients. Alors, autre petit exemple, quand on arrive à Montréal, à la gare centrale, c'est un autre exemple, donc de créer un périmètre autour des bâtiments. Quand on arrive à la gare centrale, on sort. Et avec quoi on est confronté? C'est un stand de taxi, donc il y a des moteurs qui tournent au ralenti, ça c'est un autre sujet.
Et ensuite, il y a des agglomérations, des agglutinations de gens autour de l'entrée qui fument. Alors, l'air sent horrible. C'est quoi le message? Bienvenue à Montréal, ça pue le dioxyde de carbone et la fumée de cigarettes. C'est épouvantable. Donc, vraiment, de créer un périmètre autour de nos bâtiments publics. Quelles sont les méthodes à notre disposition? L'augmentation du prix. Ça fait mal, mais c'est efficace. Bannir la publicité de la cigarette, standardiser l'emballage, renforcer nos services de soutien à la cessation, produire des campagnes de sensibilisation aux impacts négatifs, aller chercher les gens sur leur point de vanité, là où ça fait mal, resserrer la réglementation des endroits où l'on peut fumer, réglementer et restreindre l'usage surtout des nouveaux produits. Et ça, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais vous êtes au courant que la cigarette électronique prend de l'ampleur. C'est un nouveau problème auquel il faut s'adresser, ainsi que les tabacs aromatisés. Alors, pour répondre à la question, le tabac, que peuvent faire les villes? On peut encore en faire beaucoup. Merci beaucoup. Wow, merci, c'est super intéressant. Je vous inviterai à profiter de l'occasion et du plancher qui vous est offert pour parler de tabac parce que c'est l'occasion de la journée. Après ça, on change de thématique. Ça ne veut pas dire que tout est mutuellement exclusif, on pourra y revenir, mais vraiment, vous avez nos deux passionnés ici pour vous aider à réfléchir ou à aller de l'avant avec vos intentions. Vous pouvez vous déjeuner, là, on est entre nous. Moi, j'avais une question parce que je lisais dans le CV de Dr. Bois que vous avez passé un an à Copenhague et souvent on compare les indicateurs de santé avec les pays scandinaves, etc. Quel est le taux de tabagisme en Scandinavie, ou en tout cas à Copenhague et au Danemark? Et est-ce qu'il y a des choses qui font différemment de nous? En fait, en termes de tabagisme, la Scandinavie ne gagne pas la palme. C'est probablement un des seuls palmarès qui ne gagne pas. Là. Donc, au Danemark, il reste beaucoup à faire là, sur le tabagisme. Il n'y a même pas, par exemple, les étalages sont encore permis. On voit les paquets de cigarettes, ce qui est une forme de marketing. Un beau problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je dois amener des paquets de tabac pour montrer aux gens parce qu'ils ne réalisent pas de quoi ça a l'air, un paquet de tabac aujourd'hui, que c'est mauve, bleu, rose, brillant, que ça a l'air d'un boîtier de rouge à lèvres. C'est un beau problème parce que ça veut dire qu'au moins on ne les voit plus. On a caché une forme de marketing qui est dans les étalages. Par contre, on ne sait plus ce que nos jeunes voient comme paquet de cigarettes dans la cour d'école. Donc d'habitude, j'amène ces paquets-là. C'est quelque chose que nous, on a fait, par exemple, qui n'a pas été fait dans d'autres pays, mais il reste cette forme de marketing-là qui est l'emballage qu'il faut absolument là, venir briser ici. Par exemple, avec l'emballage neutre, ça veut dire qu'on retire toutes les images de marque là, pour éviter qu'un paquet devienne là, une espèce de panneau publicitaire. Merci. Madame. Bonjour, Françoise Gloutenay. Ma question s'adresse d'abord, premièrement, merci pour vos conférences, c'est très stimulant. C'est quelque chose que je vais apporter à l'arrondissement de Verdun par rapport au parc et les terrasses. Mais ma question s'adresse particulièrement à Mme McIntyre. Vous avez dit d'entrée de jeu que les personnes qui fumaient le plus, en tout cas, se retrouvaient parmi la clientèle défavorisée. Et donc, c'était ça le pourcentage le plus important, à part le 39 ou 37 des personnes qui boivent et qui fument. Bon. Quand vous abordez les stratégies, vous avez dit que ce serait intéressant d'augmenter le prix des cigarettes. Oui, je suis en partie en accord avec ça, mais je me demande l'impact, parce qu'on sait qu'ils vont continuer à fumer. Est-ce que j'aimerais ça, j'aurais aimé ça une autre stratégie, ou peut-être accompagner cette stratégie-là d'autres choses? Je ne sais pas, j'aimerais ça qu'on y réfléchisse, parce que augmenter les cigarettes, le prix des cigarettes me semble... Enfin, j'aimerais ça qu'on y réfléchisse. Merci. Tout à fait. Augmenter le prix des cigarettes, c'est une mesure qui fait mal, malheureusement, et ça fait plus mal à ceux qui ont moins à dépenser, c'est clair. Mais c'est sûr que ce n'est pas une stratégie qu'on peut faire seul. Donc, il faut vraiment le combiner avec beaucoup plus d'intervention au niveau de communiquer tout ce qui est nocif par rapport au tabagisme, d'essayer de communiquer d'autres modèles et de soutenir la cessation surtout. C'est ça qui va vraiment aller jouer un rôle dans les quartiers des
défavorisés, d'avoir ces services-là de première ligne. Donc déjà, les pharmaciens participent à une ordonnance collective. Quand quelqu'un vient à la pharmacie et dit qu'il veut arrêter de fumer, il peut avoir accès à la thérapie de remplacement de nicotine et cela est subventionné. Donc, on offre cette aide-là, mais c'est aussi de former les pharmaciens pour pas qu'ils attendent de se faire poser la question, mais pour qu'eux, ils aillent de l'avant pour poser la question, est-ce que vous fumez? Avez-vous besoin d'aide? Parce que les ressources sont disponibles et de faire connaître ces ressources-là. Par contre, si je peux ajouter très rapidement à ça, là, malheureusement, il y a deux types de choses qu'une intervention en santé publique pour le tabagisme peut faire. Est-ce qu'elle va réussir à réduire le tabagisme plus chez les gens mieux nantis ou moins nantis? Donc, est-ce que ça va rendre l'écart plus grand ou moins grand? Le problème, c'est qu'on sait que des mesures comme les campagnes de prévention, ça fonctionne surtout chez les gens qui sont mieux nantis et plus éduqués. Et donc, malheureusement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'écart puis on le rend encore plus grand. Malgré que l'augmentation du prix, ça fait mal, ça demeure la meilleure façon de réduire le tabagisme. La première, de loin. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que justement, ça fonctionne particulièrement bien si on a des revenus limités, donc chez les gens défavorisés et chez les jeunes. Et c'est là qu'on a des taux de tabagisme qui sont justement plus élevés et qu'on veut baisser. Donc, c'est une des très, très rares interventions qui, en fait, réduit les inégalités en santé parce que ça fonctionne encore mieux, ça fonctionne bien chez tout le monde, mais encore mieux quand on a moins d'argent et donc ça vient réduire l'écart. Donc, même si après ma barre, on a peur que ça soit régressif, c'est une des seules choses qu'on peut faire en lutte au tabagisme qui vient vraiment là, resserrer l'écart. Donc, il ne faut pas mettre ça de côté. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au niveau municipal, mais c'est quelque chose qu'on peut certainement soutenir au niveau provincial. Le Québec est la province canadienne là, où le tabac coûte le moins cher, 13e sur 13 en 13 provinces et territoires. Dernier, de loin, derrière l'Ontario, qui est loin derrière la moyenne. Il faudrait augmenter le prix d'un carton de presque 20 $ pour atteindre la moyenne canadienne. Donc, on est vraiment là, on a de l'espace à plus savoir quoi en faire là, au terme du prix. Oui, madame. Oui, donc moi, je voulais juste amener une petite précision. Est-ce que juste vous pouvez vous présenter rapidement? Ah oui, moi, c'est Geneviève Filto, je suis nutritionniste et conseillère au programme des saines habitudes de vie du CISSS de la Nodière. Tout un titre, mais... Donc, je vais juste apporter une petite précision pour Sainte-Marceline de Kildare. En fait, le règlement, l'affiche qu'on a vue avec les petits-enfants, c'est l'affiche qui est affichée sur leur parc, dans leur parc et sur la plage aussi, parce que ça comprend le règlement à la plage. Et les deux drapeaux qu'on a vus par après, c'est une autre offre de service. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met à la disposition des municipalités de la Nodière des drapeaux extérieurs qu'ils peuvent monter lors d'événements pour faire de leurs événements des événements sans fumée. Donc, vraiment, c'est intéressant pour nos municipalités parce que, bien qu'il y en a qui ne soient pas nécessairement prêts à faire un règlement pour interdire le tabac dans leur parc et sur leur plage, bien, ils peuvent faire en sorte que la fête nationale, par exemple, ce soit un événement sans fumée, donc en faisant la location gratuite de ces drapeaux-là. Donc, je vais juste faire la petite précision. Donc, ça reste facultatif pour les autres municipalités que Sainte-Marceline qui n'ont pas adopté ce règlement-là. Exactement. Merci beaucoup pour la précision. Merci. Mais une très belle façon d'encourager les autres municipalités oui, à tenter la chose avant une motion. D'être leader dans la Nodière, c'est bien. On vous écoute. Oui, bonjour, Mylène Drouin, je suis directrice adjointe à la santé publique ici à Montréal et donc... on s'occupe de Montréal sans tabac, entre autres. Je voudrais juste apporter aussi un enjeu ou soulever un enjeu qui est spécifique à Montréal et probablement à d'autres municipalités. Au niveau des parcs et terrains sans fumée, à Montréal, les commissions scolaires, alors qu'on dans la loi, on a des terrains d'école sans fumée, les terrains des écoles secondaires sont souvent adjacents à des parcs municipaux. Et la limite la limite qu'ils doivent mettre pour que le terrain soit balisé non-fumeur est assez floue. Et c'est clair que les commissions scolaires ne savent pas comment aborder cet enjeu-là. Et il y aurait certainement quelque chose à faire entre les municipalités et les commissions scolaires pour faire un pas de plus et soutenir, dans le fond, l'application de la loi pour l'ensemble des terrains et des parcs municipaux adjacents à des écoles, surtout secondaires. Donc, c'était un point que je voulais apporter. Donc, impliquer les commissions scolaires aussi, puis leur donner peut-être des moyens de mettre les parcs non-fumeurs, à ce moment-là, on soutient l'application de la loi actuelle qui dit que les cours d'école ne doivent pas être fumeurs. Donc, c'est ça. Donc, ce serait doublement gagnant si et les cours d'école et les parcs qui sont adjacents seraient non-fumeurs. Oui. Bien, la loi dit que les cours d'école doivent être non-fumeurs. C'est ça. Par contre, à Montréal, souvent, la cour d'école se continue dans le parc municipal. Ouais. Donc, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, surtout pour les écoles secondaires. Très bien, oui, merci.
Il y a Monsieur. deux, Oui, excuse-moi, pour répondre à ça, mais il y a deux raisons d'interdire de fumer dans un lieu. Soit pour protéger les gens contre la fumée secondaire, soit pour faire une certaine dénormalisation de l'acte de fumée. Donc, généralement, quand on parle de parc, de plage, de terrain de jeu, c'est plus pour l'aspect dénormalisation, parce que c'est dans une aire assez ouverte pour que la fumée secondaire devienne un peu moins problématique, alors que sur les terrasses, là, le risque de santé est réel. Par contre, dans des villes comme Montréal, où parfois un terrain de jeu pour enfants est encloisonné par 1, 2, voire 3 murs à cause des bâtiments autour, là, on arrive à un point où est-ce que ça couvre vraiment les deux, là, et la santé et l'acte de dénormalisation. Donc, je pense que pour les terrains de jeu qui sont souvent près des écoles et les parcs, il y aurait vraiment un nexus intéressant là, pour agir sur ces deux aspects-là. Là. Monsieur. Bonjour, Luc Leblanc, citoyen de Laval. Vos moyens à présenter ce matin pour limiter le tabac me semblent des moyens simples, c'est le gros bon sens. Quelles sont les contraintes qui bloquent leur mise en place aujourd'hui? Est-ce que c'est une approche plus de lobbyisme? Est-ce que c'est des moyens financiers qui sont importants? Avez-vous une idée de quelques-uns des défis ou des blocages qui sont présents et des solutions pour les atténuer? Merci, M. Leblanc. J'avais la même question pour les gens qui ne sont pas dans ce milieu qui s'attaquent au tabagisme. C'est ça, le principal frein qui fait qu'on ne va pas rejoindre les statistiques de Vancouver. Bon, ville très verte, on s'entend, très outdoor, etc. Ottawa. Je vous écoute. Je pense que je reviendrai à mon point. Attendez donc pas qu'on vienne vous tordre le bras. On n'est pas beaucoup en termes de lutte au tabagisme. On essaye de faire front commun, on travaille avec plein d'organisations. On n'a pas nécessairement le temps de faire du lobbying dans chaque ville. Donc, ça serait bien que les villes montrent l'exemple. Je pense que historiquement, au Québec, comme on n'a pas eu beaucoup de villes qui sont allées plus loin que la province, c'est simplement peut-être pas rentrer dans les mœurs que c'est une chose qui devrait être faite par les villes aussi, la lutte au tabagisme. Donc, je pense que si on arrive à changer cette norme-là, les choses vont peut-être suivre leur cours un peu plus. Mais malheureusement, le problème, il est politique, là, il n'est pas technique. La lutte au tabagisme, on sait depuis longtemps qu'est-ce qui fonctionne. La difficulté, c'est de convaincre les élus de les mettre en place. Je pense que c'est plus facile au niveau municipal de mettre en place certaines mesures, entre autres parce que les mesures que vous pouvez mettre en place sont beaucoup moins, reçoivent beaucoup moins d'opposition. Hein, quand on interdit de fumer, par exemple, sur les terrasses, il y a un certain pushback de certaines personnes, alors que sur les terrains de jeu, il n'y a pas un lobby des terrains de jeu qui va venir vous dire que c'est pas gentil. Là. Par contre, c'est des mesures qui sont aussi appuyées par le public, donc il suffit vraiment là, que les élus prennent un peu cette responsabilité-là. Même l'interdiction de fumer sur les terrasses est appuyée par le même pourcentage de Québécois qu'il y avait d'appui avant la loi de 2005 pour l'interdiction de fumer dans les bars et restaurants. Donc, on est vraiment rendu là. Puis des choses comme les terrains de jeu, ça va passer dans le beurre. Suffit là, vraiment d'aller de l'avant. Madame McIntyre, quels sont vos arguments quand vous parlez à d'autres élus pour les convaincre d'embarquer dans cette mouvance que vous prônez? C'est tout à fait un problème de volonté politique. Je pense que les élus ont peur justement d'avoir une réaction de la part du public. Et justement, quand le projet de loi 44 est sorti, qu'est-ce qu'on a vu à la une du Journal de Montréal? C'était des restaurateurs qui s'exclamaient, qui disaient « c'est épouvantable, on va perdre toute notre clientèle ». Donc déjà qu'on se fait accuser de toutes sortes de choses, les élus, on a peur d'aller insister sur des mesures quand on pense qu'il va voir ensuite un backlash de la part du public. Or, je pense qu'on est arrivé à un point dans notre société où est-ce qu'on est beaucoup plus prêt à adopter des modes de vie sains, qu'on sous-estime en fait notre public et l'acceptabilité de ces mesures-là. C'est vrai que la ville de Vancouver, ils ont une certaine réputation comme étant une ville verte, une ville où est-ce qu'on fait beaucoup d'exercices, où est-ce qu'on adopte de bonnes habitudes de vie. Et Montréal, on a comme une autre image à Montréal. Donc, c'est une question aussi de notre image, de notre culture montréalaise qui n'est pas la même que celle de Vancouver et qu'il faut respecter. Mais est-ce que le tabagisme doit faire partie de cette image-là? Non. Et je pense que tranquillement, on est en train de changer ça, mais ça prendra plus de volonté de la part des élus, effectivement. Il faut donc occuper l'hôtel de ville. Non, s'il vous plaît. Le problème d'occupation du territoire, c'est un autre sujet. Madame, on va aller rapidement si on veut passer tout le monde qui a attendu assez patiemment pour aller au micro. Merci. On vous écoute. Bonjour, Françoise Ruby de Veille Action. Je me demandais si dans les arguments que vous présentez aux élus, le fait qu'il y ait beaucoup de mégots par terre fait partie de vos arguments parce qu'on entend, vous avez parlé de santé exclusivement. Moi, comme citoyenne, quand je vois des mégots dans les parcs, au jardin botanique, dans les rues, dans les bacs à fleurs, je suis
outré. Alors, je me demandais si ça faisait partie de vos arguments. Tout à fait. Ça fait partie de l'image qu'on veut donner de notre ville. Comme quand je parlais de la gare centrale, d'arriver à la gare centrale et sortir dans une boucane épouvantable, c'est la même chose. Quand on se promène en ville, on veut sentir un sentiment de fierté, d'appartenance à notre ville, d'être fier, de montrer notre ville à des visiteurs. Et j'aime pas ça, moi non plus, quand j'amène du monde qui viennent nous voir à Montréal. Je leur dis, regardez ma ville, comment elle est belle. Puis comme vous dites, il y a des mégots par terre. Il y a des nids de poules. Il y a des choses qu'il faut corriger. Il y a des choses qu'il faut corriger. Ça en fait partie. Tout à fait. Monsieur. Oui. Bonjour, Marc Deleclé. Je suis récemment arrivé à Montréal de Londres, où j'ai travaillé pour les Transports pour Londres pour augmenter le transport actif, surtout dans la ville de Londres. Et puis, c'est une réflexion que j'ai au côté de gouvernance et puis au niveau où les décisions sont faites. Parce que vous avez parlé, quand vous avez fait votre campagne, c'était les maires des différentes municipalités ont signé quelque chose qui était symbolique. Mais récemment, au Royaume-Uni, c'était devenu la responsabilité que le maire de Londres, que toutes les décisions politiques qu'il fait, il y a une considération de l'effet que ça a sur la santé de la population. Et puis, pour les municipalités ont la responsabilité pour la santé de leur population. Et puis ça nous a permis de pousser beaucoup plus fortement des changements d'emménagement urbain et puis de ce qu'on faisait parce que c'était devenu leur responsabilité et puis non pas juste une décision qu'ils faisaient symboliquement. Bravo. Parce que nous, quand on rencontrait les maires, il y avait différents niveaux. Il y avait ceux qui étaient déjà convaincus, qui faisaient déjà beaucoup de choses, qui croyaient dans ces messages, et d'autres qui n'avaient aucune idée. Enfin, personne n'est contre la vertu, donc ils étaient d'accord, mais ils disaient, mais en quoi, moi, comme maire, je peux avoir un impact sur la santé de mes citoyens? Et là, on le démontrait, finalement. Bon, ils finissaient par signer, mais c'est une belle nouvelle de voir ce leadership du côté de Londres. Merci. Oui, madame. Oui, bonjour. Virginie Dufour, Ville de Laval. Écoutez, j'ai là en main la dernière édition Info Tabac qui est arrivée fraîchement la semaine passée. Et on peut y lire qu'il est possible d'utiliser les règles de zonage pour interdire la vente de tabac dans les secteurs résidentiels à proximité des écoles ou des centres sportifs. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que c'est possible au Québec, d'abord? Est-ce que la loi de l'urbanisme le permet? Et sinon, est-ce qu'il y a des villes ailleurs au Canada qui l'ont fait? Oui, donc c'est une question. En fait, la raison pour laquelle j'en ai pas parlé dans la présentation, c'est que c'est pas clair encore. J'ai essayé de consulter des gens qui sont dans le domaine du droit là, pour pas vous dire des bêtises. Et puis, il y a effectivement des villes ailleurs au Canada qui vont plus loin, mais qui sont dans un contexte un petit peu différent, qui ont par exemple là, une tarification des points de vente de tabac au niveau municipal. Donc, en ce moment au Québec, c'est gratuit de vendre du tabac. Il faut dire, je suis un point de vente de tabac, mais il n'y a pas de frais accordés avec ça, ce qui est complètement incroyable, là, qu'on puisse vendre un produit mortel et dépendre de sans même avoir à payer une licence pour ça, là, alors qu'on le fait pour les jeux vidéo, puis les loteries, puis plein d'autres choses. Mais bref, tout ça pour dire qu'au Québec, en ce moment, là, au niveau des points de vente, d'interdire des points de vente dans un rayon spécifique ou alors de tarifier le point de vente, c'est pas clair si c'est une possibilité. C'est quelque chose qu'on tente de clarifier parce qu'effectivement, ça serait une belle action au niveau des municipalités. Même si au niveau des rayons là, de zonage, on n'a pas beaucoup d'évidence que ça fonctionne, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont essayé. Donc, il faut la créer, cette évidence scientifique-là. Donc, si c'est quelque chose qui s'avère possible au Québec, là, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va diffuser, mais pour le moment, on n'en a pas parlé parce que c'est pas très clair si c'est possible. On a un avocat tout à l'heure qui sera un conférencier, Maître Macallian. On pourra aussi, je vous le présenterai, puis on pourra continuer cette question. On va prendre une dernière question de la salle. Je suis désolée, puisqu'on a déjà dépassé notre temps prévu. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Marianne Giguère, je suis élue au plateau Mont-Royal et je vais vous parler rapidement d'un cas particulier, mais qui a une incidence beaucoup plus large. Il y a une citoyenne qui m'a interpellée pour que je l'appuie dans sa demande. Elle est résidente d'un HLM qui fait partie du parc immobilier de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et elle, pour des raisons de santé très, très complexes et diagnostiquées, elle a besoin que dans son immeuble, les gens ne fument pas. Or, ce n'est pas le cas. Dans les HLM, les résidents ont le droit de fumer chez eux. Et c'est très délicat. Moi, c'est certain que, personnellement, j'aimerais bien pouvoir appuyer sa démarche, mais je suis un peu entre l'arbre et l'écorce parce que l'OMHM, c'est paramunicipal. Donc, je ne sais pas quel serait votre avis là-dessus. Est-ce que dans les résidences, dans les appartements, on laisse les gens libres ou bien est-ce qu'on les contraint?
On a beaucoup de retard au Québec par rapport au logement sans fumée, par rapport à d'autres provinces où justement le gouvernement municipal ou provincial agit pour s'assurer qu'il y ait une certaine offre de services qui soit non-fumeurs au niveau des parcs immobiliers. En ce moment, c'est tout à fait légal pour un propriétaire d'interdire de fumer à l'intérieur d'un appartement. Donc, quand vous faites signer un bail, c'est tout à fait possible de dire interdit de fumer à l'intérieur ou à l'intérieur et sur les balcons. C'est une possibilité qui existe là, légalement au Québec. Et c'est malheureusement quelque chose qui se fait naturellement pour les logements un peu plus dispendieux. Il y a une demande et donc le marché s'ajuste. Par contre, pour les gens qui doivent avoir un loyer modique, il n'y a pas nécessairement d'offre de service qui s'est créée toute seule. Donc, il faudrait agir pour s'assurer de soit réserver certains HLM ou une portion des HLM parce que malheureusement, on sait que de bloquer la fumée secondaire à l'intérieur d'un immeuble, c'est excessivement difficile. Dans la loi, en ce moment, c'est déjà interdit de fumer dans les aires communes des immeubles de 5 logements et plus. Avec la nouvelle loi déposée, elle baisserait à 2 logements et plus, donc toutes les aires communes de toutes les copropriétés, mais ça ne touche pas à l'intérieur. Pour l'instant, c'est laissé à la discrétion des propriétaires. Et puis, quand c'est le propriétaire et ses parapublics, dans ce cas-là, il faudrait agir pour réserver un certain nombre d'HLM. Malheureusement, c'est des choses que, par exemple, qui sont très avancées en Ontario avec une belle offre de services. C'est pas quelque chose qui s'est fait au Québec. Encore. Je suis tellement désolée, je vais devoir cesser les questions de la salle parce qu'on a tout un autre programme qui nous attend. Docteur Bois, merci. Madame McIntyre également. Merci beaucoup.